Alors, merci pour cette présentation. En effet, je vais sortir un peu de mon champ d'études habituel sur le XVIIIe siècle et je vais présenter aujourd'hui le regard de Le Corbusier sur ses dessins, donc certains projets que justement on a vus hier. Donc c'est bien que je commence parce que c'est une sorte de révision en fait, un petit peu de ce qui a été dit hier. Donc, Le Corbusier n'a jamais caché sa fascination, son admiration pour la cathédrale Notre-Dame de Paris qu'il a dessiné, croqué, aquarellé à de nombreuses reprises, notamment en 1908-1909, lorsqu'il est à Paris, qu'il travaille dans l'agence de Perret. Et donc, il dessine et redessine et parcourt Notre-Dame. Je vais montrer juste quelques dessins, mais il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur une autre facette de l'intérêt qu'il porte à cet édifice, donc à l'échelle urbaine, qui nous intéresse pour ces journées d'études, et qui lui permet de réfléchir à une question ou la question cruciale, ou une des questions cruciales du cœur de ville, organe vital qu'il s'agit de réformer. Et Le Corbusier a même intégré Voilà, super. Et a même intégré Notre-Dame dans son ouvrage Vers une architecture, 1923, dans la partie sur les tracés régulateurs. Et j'ai souligné une petite note dans laquelle il indique, c'est intéressant aussi parce qu'on voit comment il regarde cet édifice, et il le regarde aussi dans son intégration urbaine et dans sa position urbaine. Dans la petite note, il dit il faudrait, pour être juste par rapport à ces tracés régulateurs de géométrie, il faudrait vraiment savoir, je lis en même temps, il faut tenir compte des modifications au niveau du sol. Voilà, il faut tenir compte des modifications au niveau du sol, puisqu'en effet, les bâtiments anciens s'enfoncent. Alors, le sol s'élève et donc, du coup, ils ont tendance à s'enfoncer. Donc, il y a cette question du socle qu'il pointe dès ses premières études. Alors, ce que je présente aujourd'hui est issu de recherches en cours, donc ce n'est pas encore terminé, et ce que je présente doit beaucoup à certains chercheurs qui sont beaucoup plus spécialistes que moi de Le Corbusier. Donc, je remercie Christophe Schnorr et Arnaud Dersel qui ont été très coopératifs et qui m'ont aidé dans ces recherches. Je continue ? Oui. Alors, ce regard, je fais aussi quelques précisions. Donc, ce regard que Le Corbusier va porter sur cet espace parisien se fait au moment où il est encore Charles-Édouard Jeanneret et lorsqu'il va consacrer une recherche très approfondie à la question de l'aménagement urbain, avec deux périodes précises. En 1910, lors d'un séjour en Allemagne, donc il élabore un manuscrit, un ouvrage qui restera manuscrit, intitulé « La construction des villes ». Oui, mais on peut mettre peut-être, c'est bon, puisque ça va correspondre à ça. Et ensuite, en 1915, donc il revient à Paris et il va effectuer une série de lectures complémentaires très, très approfondies à la Bibliothèque nationale pour terminer cet ouvrage, qui finalement qu'il ne terminera pas, mais dont certains éléments seront repris dans la publication Urbanisme en 1925, donc 2 ans après, Vers une architecture. Alors, je m'appuie donc sur les études très détaillées et minutieuses de Christophe Schnorr, qui a proposé une édition de ce manuscrit dans une version très récemment en anglais, mais il y a une publication franco-allemande qui précède. Et puis, sur un ouvrage, Le Corbusier Before Le Corbusier, donc qui montre de 2002 et qui était censé mettre en lumière plusieurs facettes de l'architecte, plusieurs facettes encore méconnues, et notamment son regard très multiple, sa curiosité très multiple sur des périodes très différentes. Et ensuite, donc concernant plus spécifiquement, parce que c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui, si on enlève la flèche, on aura une petite... Je pense que le haut va diminuer, donc le titre va apparaître. Donc, concernant plus spécifiquement les lectures à la Bibliothèque nationale qui vont m'intéresser aujourd'hui, il y a eu 2 articles de Philippe Dubois en 1979 et en 1987, dont 2 revues, 2 numéros spéciaux consacrés à Le Corbusier,
Et ces deux numéros, c'était aussi l'idée de montrer un autre Le Corbusier. Le numéro d'AMC de 1979 était dirigé par Jacques Lucan et le numéro de Casabella de 1987 était aussi l'idée de montrer Le Corbusier homme de lettres, hein, d'où sa carte d'identité homme de lettres en couverture du numéro. Et j'ai mis en dessous, parce que c'est intéressant aussi de voir comment ces plans qu'on va regarder aujourd'hui étaient aussi regardés dans ces années-là. Pour Casabella, par exemple, on est au moment où la revue est dirigée par Vittorio Gregotti, et c'est vraiment l'idée d'avoir aussi un regard différent sur l'architecture en lien avec le projet urbain. Alors, projet architectural et projet urbain sont liés. Et j'ai mis, alors je n'ai pas regardé ce numéro de Casabella de 1984 où on voit un petit bout de l'île de la Cité. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans en fait, il faudrait que j'aille voir. Donc architecture comme modification, et qui avait été aussi un des numéros clés de cette période lorsque la revue est dirigée par Vittorio Gregotti. Alors j'ai séparé, ah zut, alors... Donc, si j'appuie sur la petite flèche, je ne peux plus avancer. Tu peux descendre? Non, aller comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est bloqué. Alors, voilà. Donc, j'ai divisé en petites thématiques, enfin en deux thématiques, en fait, en reprenant des mots utilisés par Le Corbusier dans ses études. Une question de hardiesse, et au fond, la question que je me suis posée en tant que 18e aussi, c'était pourquoi Le Corbusier s'intéresse à ces projets d'aménagement du 18e siècle, notamment ceux qui concernent le cœur de Paris. Alors, il y a plusieurs études maintenant sur les liens entre Le Corbusier et le XVIIIe siècle, son intérêt, notamment, il y a une étude assez récente sur l'architecte Bélanger, l'influence de l'architecte Bélanger sur Le Corbusier, ou son intérêt, en tout cas, parce que c'est jamais une influence très directe. Donc, ces notes de lecture, si on les prend dans leur ensemble, elles sont assez fascinantes parce qu'il y a vraiment une forme d'exhaustivité. Le Corbusier lit tout, c'est-à-dire qu'on sent qu'il veut vraiment prendre position en tant qu'architecte dans une discipline qui est en cours de formation. C'est vraiment le tout début de la discipline urbanisme, avec donc une période très, très cruciale en ces années 1910-1920. Donc, on voit dans ses notes, il lit Eugène Hénard, Joseph Stuben, Unwin, etc., etc. Donc, il y a tout est lu et décortiqué. Et puis, il y a cette plongée dans le XVIIIe siècle qui nourrit probablement, donc ça c'est ce que j'interprète, qui nourrit probablement Le Corbusier de voies un petit peu différentes. Je pense qu'il est très séduit par une écriture en homme. On a vu des plans qu'on va revoir, mais ces plans sont en général très liés à du texte. Ils ne sont pas séparés d'un texte explicatif, d'un texte théorique. Et on le voit dans ces petites notes, par exemple sur l'essai de Laugier, il dit donc ouvrage plein d'idées neuves et écrit avec sagacité. Bon, après, j'ai évoqué un ouvrage qui est en effet conservé à la Bibliothèque nationale de Kurt Cassirer, plus secret. Émile Magne, là, on n'est pas au XVIIIe siècle, mais on voit que AHT, commentaire très vivant, c'est-à-dire qu'il est très attaché à la question du discours sur le projet urbain et attaché à un discours qui visiblement est autre et le change de ce qu'il a l'habitude de lire ou de ce qu'il lit par rapport à ses propres contemporains. Donc, bon, voilà, moi j'ai un peu l'impression que ces lectures du XVIIIe siècle agissent un petit peu comme un révélateur et que je vous ai mis un des feuillets, donc la manière dont on peut connaître ces lectures corbusiennes, c'est une boîte qui est conservée à la Fondation Le Corbusier, la boîte B20. Il y a toute une série de feuillets. Donc, ces feuillets qui sont ces notes en fait, de lecture, ces notes et ces croquis. Donc, j'ai mis un extrait, une thèse intéressante. Sous Louis XV, tout s'ouvrait, respirait, prenait de l'ampleur. Donc, un des feuillets qui est lié à la lecture de l'ouvrage de Pierre Pat, qu'on a vu hier, que je vais remontrer. Créons donc en rapport avec autant de hardiesse. Donc, il est assez fasciné par, au fond, la manière dont les architectes du XVIIIe siècle prennent position par rapport au projet urbain. Et sans doute, ça compte. C'est-à-dire qu'en tant qu'architecte, il cherche aussi à se positionner. Et bien sûr, le regard d'autres architectes est important, puisque dans cette discipline naissante qu'est l'urbanisme, il y a au fond plein de personnalités différentes qui prennent position et il n'y a pas que des architectes. Donc, qu'est-ce que les architectes peuvent aussi apporter dans ce cadre-là?
Alors, parmi ces ouvrages, donc l'ouvrage de Pierre Pat, monument érigé à la gloire de Louis XV, va retenir son attention de manière très particulière, et entre autres le projet de réunion de l'île de la Cité et de l'île Saint-Louis. Donc, alors je suis désolée parce que j'ai mis toutes les références parce que Arnaud Dersel me les a très très gentiment et précisément transmises, mais elles disparaissent, je crois, sous le petit que j'essaye de diminuer, mais normalement, il devrait se diminuer tout seul, mais bon, c'est pas grave. Tu veux faire disparaître non, mais en fait, le portrait, c'est pas gênant, mais en fait, on pourrait peut-être diminuer ça, mais normalement, quand on enlève la flèche, ça diminue tout seul, mais bon, là, c'est pas grave. Je pourrais redonner les références à ceux qui le souhaitent. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, là, c'est qu'on voit aussi le mélange. Hein, le Corbusier indique donc alors, vous voyez aussi qu'il dessine, il fait des relevés en fait de ses plans, et puis il écrit beaucoup. Il écrit ses propres commentaires et des extraits des textes du XVIIIe siècle qui sont imprimés. Et on voit, il met projet de Pat pour le plan d'extension de la cité. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout un mot du XVIIIe siècle, hein, c'est-à-dire qu'il mélange la question, la réflexion de l'extension de Paris notamment. Hein, il demande aussi à lire hein, le rapport d'extension, le rapport de la commission d'extension de Paris de 1910-1912 qui est rédigé par Marcel Poët et Louis Bonnier. Donc on voit qu'il fait aussi c'est pas un amalgame, hein, mais il utilise un mot contemporain pour aussi analyser certains de ces projets du XVIIIe siècle. Alors voilà, on a vu hier ce plan de Pat. Donc, dans cette diapositive comparative, on voit aussi assez bien ce qui intéresse Le Corbusier et ce qui le fascine, au fond, c'est la manière dont ces projets-là travaille les pleins et les vides. Hein, voilà. On voit qu'il barre ce qui est donc les pleins et puis il met en valeur les vides dans l'espace urbain. J'y reviendrai. Et puis, il est aussi, comme ça a été remarqué hier hein, dans ce plan de Pat, il y a bien sûr la question de la réunion des deux îles, mais il y a aussi cette ouverture et cette multiplication du Louvre où on installe le palais de justice et cette grande ouverture hein, dans le bâti ancien qui fascine aussi Le Corbusier. Voilà, et je reviens juste pour comprendre aussi, parce que je pense que cet intérêt pour le texte de Pat, et encore une fois, il est lié à l'ouvrage. Ce n'est pas un plan, juste un plan comme ça, juste une gravure. C'est un texte très important, et Le Corbusier, qui est en train de rédiger sa propre théorie, son propre texte de théorie d'urbanisme, est aussi, je pense, intéressé, bien sûr, s'intéresse à l'ouvrage en tant que tel, cet ouvrage qui est plein de textes très différents. Là aussi, le rapport entre on a des images qui montrent une forme d'urbanisme, on va dire monumental pour simplifier, mais dans le texte de Pat, c'est un texte extrêmement concret et qui dit on va faire ça parce qu'on aura une meilleure circulation de l'air, parce qu'on aura une meilleure circulation des voitures, parce que c'est dans l'intérêt général du public. Donc on n'est pas, le texte est aussi en contraste, dans un sens, hein, il est lié, mais il peut être lu en contraste par rapport aux images. Donc ça aussi, je pense que c'est un point important. Alors, j'ai longtemps pensé... Alors, si on n'a pas les images... Donc, désolée, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça apparaissait bien sur le PowerPoint et sur le PDF. J'ai longtemps pensé que l'influence de Le Corbusier, mais du coup, je vais passer sur ça. C'était intéressant parce que c'est l'ouvrage de Werner Hegemann que je voulais montrer. C'est pas grave, on va passer. Donc j'ai longtemps pensé en effet que Le Corbusier avait puisé, parce que où est-ce qu'il est allé chercher ces ouvrages du XVIIIe siècle? On comprend qu'il lit. Voilà. Donc moi j'ai pensé qu'il avait puisé dans l'ouvrage de Werner Hegemann. Donc je voulais vous montrer, parce que Werner Hegemann en effet publie. Alors pour ceux qui désolée parce que je parle sans image, donc je vais écourter, qui est un urbaniste allemand, qui n'est pas architecte, qui va s'opposer très ouvertement au nazisme, qui va émigrer aux États-Unis, qui va finir sa carrière aux États-Unis et qui va publier l'American Vitruvius, donc un ouvrage d'urbanisme qui cherche à s'opposer au mouvement américain de City Beautiful, donc à tout ce qui pourrait être trop urbanisme beaux-arts et trop, pour lui, décalé du contexte. Donc, et dans cet ouvrage-là,
Pierre Pat est republié. Mais c'est en 1922, donc l'ouvrage paraît en 1922. Bon, bien sûr, quand Le Corbusier est en Allemagne, il a pu connaître d'autres ouvrages de Werner Hegemann, mais j'ai vérifié et Pat arrive dans ces ouvrages-là en 1922. Alors, Christophe Schnorr a précisé la source, et bien sûr qui est encore plus intéressante et encore plus riche de sens. Donc, dans un article assez récent, il a montré que, en fait, la source, c'est-à-dire le lien entre Pat et Le Corbusier, ça vient de cet ouvrage d'Albert Erich Brinkmann que Le Corbusier consulte quand il est en Allemagne en 1910. Donc, la première. Alors, moi, j'ai consulté l'édition de 1912, mais qui est exactement la même que celle de 1908. Donc un ouvrage d'un historien de l'art, et c'est pareil, d'un historien de l'art qui prend position, c'est un ouvrage d'histoire, mais dans lequel il y a toute une série de remarques, c'est-à-dire d'analyse de réalisations urbaines anciennes, mais avec des remarques qui sont liées à la naissance de cette discipline. Et comme vous le voyez dans la préface, il y a une citation de Pat, et Brinkmann va en effet donc publier lui aussi le plan de Pat, lui aussi le redessiner ou le faire redessiner et le publier. Et vous voyez avec ce type de commentaire, alors c'est intéressant aussi parce que le titre, le projet de Pat pour le Umgestaltung, donc le remodelage de l'île de la Cité, donc on sent qu'il y a aussi du vocabulaire très contemporain qui est mis sur ces projets-là, donc on lit avec un vocabulaire contemporain. Et puis j'ai traduit donc le petit paragraphe qui est sous l'image. Donc je ne suis pas sur le point, donc c'est Brinkmann qui parle, je ne suis pas sur le point de considérer les réalisations et les projets des architectes français que l'on voit émerger autour du règne de Louis XV, les meilleurs de tout l'art de l'urbanisme. Jusqu'à présent, on ne les a pas considérés du tout. Et pourtant, cela serait recommandable à nos urbanistes modernes que d'inventer leurs maximes à partir des ensembles urbains cela serait plus recommandable à nos urbanistes modernes que d'inventer leurs maximes à partir des ensembles urbains de la période médiévale, donc allusion à l'ouvrage de Camille Ozit, qui pourtant parle des ouvrages entre guillemets classiques, que moi j'appelle modernes, mais qui sont appelés classiques. Je ne sais pas non plus si j'ai beaucoup hésité sur Stadt Anlagen dans la traduction. J'ai du mal à voir si Brinkmann évoque de l'architecture déjà constituée ou de l'architecture, de l'aménagement avec de l'action, en fait. Donc ça, ce serait un point peut-être à élucider pour voir aussi comment Le Corbusier vraiment essaye d'interpréter ces textes, lui qui a une connaissance très bonne de plusieurs langues. Donc j'ai mis ensemble urbain, c'est sûrement pas convaincant, mais j'avais l'impression que c'était plutôt un effet statique. Alors dans Urbanisme 1925, donc Le Corbusier publie, donc on voit l'imprégnation de ce projet, dans cette étude, publie donc ce fameux plan de Pat de réunion d'île de la Cité et de l'île Saint-Louis, avec deux petites perspectives donc, que j'ai cherché à élucider. Et il insiste, alors dans son texte, il reprend ses notes de lecture et il insiste sur le fait que c'est intéressant parce qu'on taille dans le bâti urbain, on coupe. Alors je crois que j'ai mis une des citations, c'est pareil du texte, alors cette fois de Le Corbusier. Pendant tout le XVIIIe siècle, opération vraiment impressionnante, chirurgie énergique dont le résultat constitue l'armature même de la ville gigantesque que fera naître le siècle suivant. Sur toute la surface de Paris, on voulait tailler, et ceci au nom de la beauté. C'est lui qui souligne. Et c'est vrai que il y a cette idée qu'au fond, il y a une vision. Il voit dans les plans du XVIIIe siècle une vision du futur qui sera en grande partie réalisée. Et pourtant, avec certaines nuances. Alors, c'est petit, donc comme on l'a pas vu pour le Werner Hegemann et Albert Pitz, je suis désolée, mais il y avait aussi donc des figurations en perspective, c'est-à-dire que le plan de Pat est figuré en perspective, ce que Le Corbusier essaie de faire ici, je vais en reparler tout à l'heure. Et sur ce petit dessin à droite, on retrouve donc un petit croquis d'un projet de Beaufranc, donc qui n'est pas celui de Pat, mais qui est intégré à l'ouvrage des monuments érigés à la gloire de Louis XV, qui est, alors c'est vrai que hier, Pierre Coffy a bien montré ces plans, mais peut-être sans indiquer qu'on a vraiment l'idée de Pat qui est le premier ouvrage qui retrace un concours d'architectes et qui garde la mémoire d'un concours d'architecture. C'est dans l'idée que on garde ces projets parce que ça peut toujours servir pour la suite. Et on voit que Le Corbusier est fasciné
par le projet de Beaufranc, en effet, donc qu'il met ici en élévation, donc ce petit croquis et notamment donc ce projet en effet un peu étonnant où voilà, exit la place Dauphine, plouf, voilà, on enlève tout et puis on met donc les deux statues des rois de Louis XV sur une grande colonne face à Henri IV. Mais c'est cette idée plutôt, je pense, de dégagement qui l'intéresse dans ce projet de radicalité qui le fascine. Et en même temps, alors je pense que ça aussi c'est intéressant parce que c'est intéressant pour comprendre aussi peut-être la manière dont il a peut-être aussi pensé lui-même au cœur de Paris. En même temps, on voit très bien dans l'ouvrage Monument qu'on a des registres très différents entre le plan de Path et le plan de Moreau, que je vais aussi remontrer puisque Le Corbusier l'a aussi redessiné. On est là dans le plan de Path, dans un plan qui est prospectif, mais qui n'est pas de l'ordre du réalisable. Et Path le dit lui-même. Voilà, c'est un beau rêve que je dessine et je vous le montre et je le dessine quand même parce que bon, voilà, ça peut être utile et ça peut être utile de penser en grand, même si après on ne le réalise pas. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui intéresse beaucoup Le Corbusier. Quand il intègre le plan voisin dans l'ouvrage Urbanisme, il le dit, ça n'a pas la prétention d'apporter la solution exacte au cas du centre de Paris, mais si on essaye d'imaginer ou de projeter en grand, c'est aussi une manière pour les architectes de s'approprier la question urbaine et notamment ici la question du cœur de ville. Alors, il publie encore un peu Path dans Urbanisme, donc page 254, et il fait aussi c'est toujours très intéressant la manière dont il choisit, dont il puise en choisissant, puisque là, il va mélanger plusieurs projets donc, que Path grave dans son ouvrage, et puis il va essayer comme ça une sorte d'enchaînement de certains projets qui n'ont pas, c'est pareil, qui n'ont pas du tout vocation à être réalisés ensemble. C'est une manière pour Path de les comparer sur un même plan, et Le Corbusier les assemble, et on voit que il abandonne, par exemple, quand il replace ici le projet du cœur pour l'île Saint-Louis, de Réunion pour l'île Saint-Louis et l'île de la Cité. Il abandonne notamment la grande cathédrale de Path, qui peut-être ne l'intéresse pas fondamentalement. Il reprend le projet de Beaufranc, par contre, donc il fait une sorte de collage entre ces différents projets. Et cette fois, sans citer Path, mais enfin, cet enchaînement d'édifices, on peut comprendre qu'il est aussi issu du même ouvrage. Alors, deuxième thème que je voulais traiter, toujours avec un mot corbuséen, donc la corporalité du projet urbain. J'ai mis cette photographie qui était... Ouais, on voit. Cette photographie de Luigi Ghirri, qui est un photographe italien, géomètre de formation, qui était présenté lors de l'exposition Cartes et Territoires au Musée du Jeu de Paume en 2019, et une photographie qui m'avait interpellée, bien sûr, parce qu'il y avait cette mise en abîme de photographes se photographiant ou d'un groupe se photographiant devant la façade de Notre-Dame, et dans cette tentative de mesurer l'espace avec l'image et peut-être avec le corps, ce qui était aussi une idée corbusienne. Alors, ce mot de corporalité, il est associé au projet du XVIIIe siècle, et je pense qu'il est aussi important que le mot de hardiesse quand Le Corbusier incite et relie ses projets. Donc là, je cite, alors c'est pas l'édition de Christophe Schnorr, je suis désolée parce que j'avais celle-là plus facilement sous la main, mais elle est reprise aussi. Et il dit donc les éléments plastiques indispensables à la beauté d'une place dérivent tous d'une condition primordiale, la corporalité. Un peu plus loin, le sentiment du volume si puissant aux époques antérieures, pardon, il y a une faute, a disparu au XIXe siècle. Nos édiles ont constellé les villes de place en étoile ou en carré avec monuments au milieu géométrique, sous prétexte que les formes splendides transmises par les XVIIe et XVIIIe siècles n'étaient point autres. Appliquant la formule sèche et aride, ils oublient l'art, c'est-à-dire qu'ils ne se soucièrent ni de volume, ni de contraste, ni d'échelle humaine. En un mot, ils ignorèrent la corporalité. Alors, il y a des discussions sur c'est pareil, l'utilisation de ce mot, l'origine de ce mot par rapport à
à Le Corbusier, enfin la manière dont Le Corbusier le réutilise. Je pense qu'on peut, c'est assez intéressant parce qu'on le voit apparaître pour ses projets du XVIIIe siècle et on voit que lors de ses recherches à la Bibliothèque nationale, il se réintéresse aussi à Notre-Dame, qu'il a en effet beaucoup dessiné, et que la question du monument en tant que volume dans un espace urbain l'intéresse. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas pu écouter la conférence de Richard Whitman hier. Plus que 5 minutes, il faut que je me dépêche. Donc, intérieur de Notre-Dame, la seule donnant un peu de volume, c'est bien pitoyable tout de même. Donc, on sent qu'il cherche dans les gravures anciennes une réponse à cette question du volume. Et ici, donc je montre, je passe un peu plus vite, je vais montrer donc la manière dont il va aussi relire le plan de Pierre-Louis Moreau que l'on a vu hier, donc ce grand plan, alors cette fois d'urbanisme opérationnel, hein, on n'est pas du tout dans le même cadre que le plan de Pâtes. Pierre-Louis Moreau est maître des bâtiments de la ville de Paris, il est tout le temps sur les terrains, il est tous les jours en train de régler les problèmes d'urbanisme à l'intérieur, enfin pour le compte du bureau de la ville, et il va donc réaliser ce grand plan, donc j'ai étudié dans le cadre de ma thèse, ce grand plan donc, qui est conservé à la Bibliothèque nationale sous une forme reliée, hein, sur des planches différentes, et que Le Corbusier va observer et qui, comme vous le voyez ici en bas sur un schéma donc, que j'avais élaboré dans le cadre de ma thèse, qui concerne de manière très, très importante l'aménagement de l'île de la Cité. Et on voit là encore que Le Corbusier va faire un relevé, sans oublier les reliefs, sans oublier les volumes. On voit qu'il pense en ces plans, non pas en surface, hein, mais qu'il les imagine en volume, puisque là, il est fasciné par ce changement de volumétrie complète que propose Moreau, avec destruction des maisons sur les ponts, alignement de rues, ouverture, donc quelque chose qui va complètement changer le visage de l'île de la Cité. Et on voit qu'il mélange, je vous ai mis les petites flèches, parce que donc il mélange en fait plusieurs plans pour dans une seule image réunir plusieurs choses. Alors là aussi, mais je vais peut-être passer parce que il faut aller un peu vite. Oui. Donc je reviens sur ce petit dessin, hein, sur cette question de la corporalité et de l'espace, donc sur cette vue à travers les colonnes que Le Corbusier propose dans Urbanisme en lien avec le projet de Pâtes, et qui est probablement cette idée qu'on voit ici l'espace à travers la colonnade de la cathédrale projetée par Pierre Pâtes. Et en effet, on trouve aussi, donc Brinkmann est sûrement une source, puisqu'on trouve cette idée de, voilà, un espace intéressant, une place intéressante, c'est une place qui permet de multiples vues changeantes, et qui n'est pas fixe. Alors, je passe avec la comparaison avec le Forum de Pompéi parce qu'il faut avancer, mais en tout cas, cette question, hein, de la corporalité et du volume, elle est très importante dans la vision corbusienne, et on voit, si on regarde, hein, c'est pareil, le parvis de Notre-Dame en plan, hein, comment on peut être un peu écrasé par cette vue en plan, alors que quand on est sur la place, on a une vision différente. Alors, un mot pour conclure, toujours dans cette question de la variété, Le Corbusier paraphrase en fait certains ouvrages du XVIIIe siècle que j'ai aussi bien étudiés et publiés, mais pour les interpréter d'une autre manière, notamment donc l'ouvrage de Marc-Antoine Laugier, où apparaît cette idée qu'un bon aménagement urbain est un aménagement urbain pour la grande ville, hein, c'est une réflexion par rapport à la notion de grande ville, qui propose un grand ordre dans les détails et de la confusion, du fracas, du tumulte dans l'ensemble. Et Le Corbusier va paraphraser, donc dans Urbanisme, on ne voit pas le titre, je suis désolée. Donc, dans Urbanisme, j'ai mis les numéros de page, il va paraphraser cette phrase de Laugier, l'unité dans le détail, le tumulte magnifique dans l'ensemble. Il met entre guillemets d'ailleurs tumulte, hein, ce qui prouve aussi qu'il l'extirpe d'autres choses. Et alors, c'est intéressant parce que l'analogie chez Laugier, elle est liée à, on va dessiner une ville comme une forêt ou comme un parc, et Le Corbusier fait une sorte s'empare de cette question-là. Mais pour Laugier, c'est une question analogique, c'est pas une question de, on va mettre des arbres partout dans la ville. Et Le Corbusier, après donc ses études, ses voyages, notamment donc dans le monde plus oriental, et sa fascination pour Istanbul, fait une sorte pas de raccourci, mais sa proposition, hein, c'est de dire que si on a besoin d'une échelle intermédiaire entre l'échelle de l'homme, l'échelle du monument,
il faut des arbres, hein, il faut planter des arbres, et c'est ça qui peut résoudre cette question du lien entre plusieurs échelles. Voilà. Donc, comme il n'y a plus de parvis en ce moment, parce qu'on n'a plus accès aux parvis, donc, et pendant sûrement longtemps, donc voilà, j'ai fait quelques photographies où on voit Notre-Dame à travers les arbres pour essayer d'imaginer ce que peut-être Le Corbusier avait en tête. Mais c'est une conclusion sous forme de pirouette, donc vous l'aurez compris.